ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour la traditionnelle pile du Cold Winter Challenge, qui est un challenge de lecture proposé par A Book and a Cup. Je vais vous mettre en barre d'informations le lien vers la vidéo qu'elle a faite pour présenter le Cold Winter Challenge de cette année. Donc c'est un challenge qu'elle a repris à la suite de 2 ou 3 autres personnes qui lui ont filé le flambeau. Et il va avoir lieu du 1er décembre au 1er février à travers plusieurs grandes thématiques. Donc je crois qu'il y en a 3. Et elle a mis une espèce de fil rouge là sur la face sombre de l'hiver. Donc je vais vous proposer une pile à lire et une pile à lu. Parce que tout simplement, en fait, le fait de vous proposer des livres que je n'ai pas lus, je peux pas en dire grand-chose, donc c'est peut-être un petit peu plus délicat de les présenter en n'en sachant pas grand-chose, à part dire quelles sont mes attentes, est-ce que j'ai déjà lu quelque chose de cet auteur ou dans ce genre-là, je peux pas vous en dire grand-chose. Donc, on a, si j'ai bien compris, on a 3 grandes thématiques, et dans ces 3 grandes thématiques, on a des sous-catégories, avec des mots-clés qui vont vous permettre de choisir vos lectures, en fait, en fonction de ça. Moi, c'est un challenge que je vais faire à la cool, c'est-à-dire qu'il y a la majorité des livres que je vais vous présenter que j'ai déjà lus, que je vais pas forcément relire parce que j'en ai pas le temps tout de suite et j'ai envie de lire des choses nouvelles. Et parmi ces livres-là, il y a quelques livres que je n'ai pas lus, que je compte lire dans les semaines /mois /années qui viennent, pardon, on verra. La première grande catégorie, c'est In the Dead of Winter, la face sombre de l'hiver. Avec en première sous-catégorie, Greetings from Krampus. Donc Krampus, c'est Scrooge un peu. Si vous avez déjà regardé des films de Noël, c'est un peu le Grinch, si j'ai bien compris. Je mélange peut-être un petit peu. Les mots-clés sont divinité, nuit, danger, enfance, animal, sacrifice, masque. C'est un livre que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindom, c'est aux éditions ActuSF. C'est un collector que les éditions ActuSF ont sorti avant de fermer et de devenir les nouvelles éditions ActuSF. C'est un livre qui est sorti en poche, sinon chez J'ai lu le 1er octobre 2025, donc c'est vraiment tout récent, mais ça sera pas cette édition-là. Cette édition-là, ça sera du coup dans l'occasion, et franchement, elle est vraiment très jolie. Je vous montre. C'est quand même plutôt un gros bouquin. Alors, Megan Lindom, pour ceux qui ne connaissent pas, il me semble que c'est le vrai nom de Robin Hobb, qui est une autrice de fantasy principalement, qui a écrit beaucoup, notamment L'Assassin Royal. Le Dieu dans l'ombre, c'est un de ses premiers romans, qui se passe en Alaska principalement, parce que Megan Lindom est originaire d'Alaska. Je crois que c'est un livre qui date des années 75-76 de mémoire. J'en ai un très bon souvenir. Je pense que si vous le lisez aujourd'hui et que vous êtes jeune, pensez que c'est un livre qui est sorti dans les années 70 et écrit par une femme qui est née probablement dans les années 50. Parce qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, on va suivre Evelyne, qui a 25 ans, qui est mariée, qui a un enfant. Et ils vivent assez chichement, en fait, dans une maison en Alaska, où elle a sa petite routine sa petite routine avec sa famille, etc. Sauf qu'un jour, la famille de son mari va appeler un petit peu va appeler un peu au secours parce que quelqu'un s'est blessé à la ferme et en fait ne peut plus travailler. Et ce qui fait que Evelyne, son fils et son époux vont partir pour, en théorie, plusieurs semaines pour aller filer un coup de main à la ferme. Sauf qu'Evelyne, c'est quelqu'un qui est quand même assez ritualisé, qui aime être proche de la nature. Elle braconnait un petit peu avec son père quand elle était petite. Et elle perd un peu tous ses repères et elle perd surtout sa liberté. Sa liberté en quoi? Parce que Evelyne, c'est quand même quelqu'un qui est relativement soumis.
C'est quelqu'un qui fait un peu la bonne petite femme au foyer, si vous voulez. Et sauf que, ben, les semaines deviennent des mois, ça discute pas trop dans le couple. Evelyne, ça la gonfle un peu, surtout que la personne qui est blessée va mieux, donc en théorie, ils ont plus rien à fiche là. Mais Evelyne, elle veut repartir. Mais son mari, il est pas d'accord. Ça traîne un petit peu, ça la saoule, elle n'est pas vraiment écoutée. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que pourquoi déjà cette silhouette sombre sur fond rouge? Evelyne, quand elle était petite, elle a approché Pan. Pan comme le dieu Pan. Et c'est pas un dieu Pan ou c'est pas un satyre, c'est le dieu Pan. Pan est un dieu dans cet univers je dis dans cet univers parce qu'il va changer un petit peu du Pan de la mythologie grecque. Si je me trompe pas de mythologie, je ne crois pas. Elle a retravaillé en fait le mythe de Pan pour l'inclure dans son univers. Et Pan a déjà approché en fait Evelyne quand elle était enfant, et Pan la retrouve. Pan la retrouve alors qu'elle est à l'âge adulte, et ils vont renouer connaissance tous les deux, se retrouver. Pan, c'est à la fois la divinité de la nature, mais il y a le côté aussi satire où il y a quelque chose autour en gros de la sexualité, du désir, etc. Et Megan Lindom a inventé en fait, a imaginé ce dieu Pan qui est soumis en quelque sorte à sa propre nature, à ce qu'il est, ce qui est son identité, mais ce qui est un peu aussi son ADN, quelque part. Et enfin, dit comme ça dit pas grand-chose, mais je trouve que c'était vachement bien fichu en termes de world building, de lore, si vous voulez, de savoir ce qu'était ce dieu Pan et les conséquences que ça va avoir sur la vie d'Evelyne. Parce que Evelyne, en fait, pour faire un micro-spoil, Evelyne va vivre un malheur, loin de chez elle, etc. Et c'est ce qui va la convaincre de retrouver et de partir avec Pan. C'est un livre que je vous conseille très fort. Mettez vos petites lunettes parce que c'est un livre qui est quand même plutôt ancien. Dans la même catégorie, alors pour le dieu dans l'ombre, on était sur divinité, nuit, danger, enfance, animal, sacrifice, mais on n'était pas au niveau du masque. Le prochain livre que je vous propose, c'est Ézéchiel et l'âme égarée de Christina D'Amico et Mélanie Mendes, donc tome 1, Le Pacte. C'est publié chez Publish Room Factory, c'est de l'auto-édition avec une magnifique couverture de Anna Jazar, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. En enfer, Ézéchiel est un démon différent. C'est un démon qui... les démons ne sont pas censés ressentir des émotions, mais Ézéchiel si. Les démons, leur boulot, ils sont censés aimer et puis sacrifier des gens torturer des gens pour pouvoir grimper dans la hiérarchie démoniaque. Mais Ézéchiel, il n'aime pas trop ça. On est donc sur un adolescent, Ézéchiel, un adolescent démon qui ressent un peu trop de choses pour un démon, qui est peut-être un peu trop affectueux pour un démon et qui n'aime peut-être pas trop son boulot de démon. Donc il fait un peu de tâche dans le paysage, si vous voulez. Et en quelque sorte, en fait, si Ézéchiel, il veut quand même rendre fière sa tante, rendre fier son père qui est quand même assez éloigné. La maman, on ne sait pas trop où elle est. Et c'est un univers où il y a des démons. On peut peut-être supposer qu'il y a des anges aussi. Donc c'est un univers où s'il y a des démons, on peut supposer aussi qu'il y a des humains. Là, on va surtout rencontrer des âmes humaines. Je ne crois pas qu'on rencontre d'anges, je n'en ai pas le souvenir. Peut-être plus tard. Si, on va rencontrer des anges un petit peu plus tard. Et enfin, dans ce livre-là, c'est l'histoire en fait d'un gamin qui est à la fois en quête d'identité, en quête de famille, d'approbation. C'est un adolescent, quoi. Il a besoin qu'on le soutienne dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. C'est quelque chose qui est touchant. C'est un petit bouquin
qui fait un petit peu moins de 300 pages, il me semble. Je conseille plutôt pour des grands adolescents, voire des jeunes adultes. Mais c'est un livre qui est très agréable à lire et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir un tome 2. Et donc pour Ézéchiel et l'âme égarée, on a divinité, on a la nuit, on a le danger, on a l'enfance. Il y a un peu de l'animal, il y a un peu du sacrifice, peut-être un peu du masque aussi parce que les personnages sont-ils vraiment ce qu'ils semblent être? On passe ensuite à un cœur de glace froid et insensible, avec pour mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Je vais vous parler d'abord de Contes d'hiver de Merima Aelstrom. C'est une série de 3 novellas. Chaque novella va être sur une créature qui est liée à la fois à l'hiver et qui est liée aussi à un folklore particulier. Il y a le diable de Noël, la sorcière au fond des bois et l'abominable homme des neiges. Ce sont des livres que je n'ai pas en ma possession encore parce que j'ai commandé une box et je pense que quand la vidéo va sortir, malheureusement, mauvais timing de ma part, elle aura fermé en fait les précommandes pour sa box. C'est pas une box, c'est un collector qui va sortir. Pour le premier, le diable de Noël, en des temps reculés dans un village perdu au fond de la montagne, Noël approche et comme chaque année, Krampus s'invitera. Du moins, c'est ce que dit la légende. Astrid la connaît bien, cette légende, tout comme elle connaît l'ombre de son mari violent. Quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle décide de tenter le tout pour le tout afin de protéger son enfant à naître et de l'éloigner de son père. Et si pour ça elle doit faire appel à des forces infernales, ainsi soit-il. Le terrifiant diable de Noël répondra-t-il encore une fois à son appel? Pour le tome 2, c'est la sorcière au fond des bois. Elle était multitude. Pour venger les opprimés et le mal qu'on lui avait fait, gare à toi qui lève la main sur l'innocent, car demain coulera ton sang. En tant que capitaine de la garde, Grégory incarne l'ordre et la discipline. Pourtant, chaque soir, il se noie dans l'alcool pour fuir sa colère et ses cauchemars. Mais quand l'ombre de Baba Yaga revient planer sur le village et que la petite fille de son amante disparaît mystérieusement, les fantômes de son passé ressurgissent. Pour amener Alina à sa mère, il devra affronter bien plus que des animaux sauvages ou la rage qui consume son cœur car les blessures du passé sont souvent les plus douloureuses. Cette réécriture du conte de Baba Yaga, la sorcière russe, aborde encore une fois le thème des violences domestiques et conjugales d'un point de vue différent de son prédécesseur, le diable de Noël. C'est disponible sur Amazon, ce n'est pas dans l'abonnement Kindle, vous pouvez acheter les e-books sur Amazon. Et le dernier tome des contes et légendes d'hiver, c'est l'abominable homme des neiges. Il était une fois dans les montagnes reculées de l'Himalaya. Découvrez l'ultime aventure qui clôture cette collection. L'abominable homme des neiges aborde une fois encore le thème des violences conjugales, cette fois du côté de l'homme violent. Toutefois, il n'est pas question de mettre en scène un énième pervers narcissique ou un quelconque toxique manipulateur. La colère et la violence peuvent parfois prendre des formes bien plus insidieuses. Marié, sur le point de devenir père, Kiran avait tout pour être heureux, jusqu'au jour où la colère qui le ronge depuis l'enfance déborde une fois de plus. Une fois de plus, il perd le contrôle de ses émotions. Pour la première fois et celle de trop, il lève la main sur Sophie. Hanté par son passé et ravagé par la culpabilité, il se lance sur les traces de ses ancêtres sur le toit du monde et découvre un terrible secret familial. Trouvera-t-il le courage de faire le bon choix pour protéger ceux qu'il aime? Dans cette nouvelle histoire, il est question de racisme, de traumatisme d'enfance, de parentalité, d'héritage familial. Les couvertures qui sont super jolies sont de Pauline Gallois. Pourquoi je vous conseille en fait ces livres que je n'ai pas lus? Parce que j'ai fait partie de l'équipe de bêta lecteurs d'un prochain roman de Merima Aelstrom et j'avais bêta lu aussi une de ses nouvelles qui était sélectionnée pour l'Indépenda. Et bref, Merima, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment du talent, même si j'ai pas encore lu un livre terminé comme Eretilia par exemple, sa trilogie fantasy que j'ai acheté pourtant en numérique. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait parce que je trouve elle est correctrice. Donc elle est lectrice-correctrice,
ce qui veut dire qu'elle a déjà elle a un excellent niveau en langue française. Donc vous pouvez être sûr qu'il y a de la qualité au niveau de l'écriture. Dans la même catégorie, je voulais vous proposer aussi, c'est aussi un livre que je n'ai pas lu, qu'on m'a offert, c'est Légende d'Année de Céline Woolsez. C'est un livre qui est sorti chez The Book Edition. C'est un premier tome, donc La Source scellée, et Céline Woolsez a assuré l'illustration et le design de couverture. C'est punchy, c'est joli. Eric Laessan est médium, guidé par une balle d'argile qu'une force mystérieuse et implacable contrôle. Il parcourt Aestissia afin d'aider les esprits des défunts, dernière trace de magie dans un monde où elle a presque disparu, à reposer en paix. Sa rencontre avec le fantôme de Mira Ersheim va remettre en question tout ce qu'Eric pensait connaître, y compris lui-même. Qu'a-t-il bien pu arriver à Mira pour qu'elle se retrouve dans une situation pareille, et pourquoi a-t-il été guidé jusqu'à elle? Une seule chose est certaine pour Eric, la balle d'argile le conduit lentement et sûrement vers une destination qu'il redoute. Donc, ça a été offert par une amie, Céline Nio, qui a vraiment apprécié ce livre-là, donc elle me l'a offert. Merci à elle. Ce qui veut dire que grosso modo, là, on était sur magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Donc je pense que pour les contes d'hiver de Merima Hellstrom, on est plutôt sur peut-être la magie à Baba Yaga, peut-être du féminisme, gourmandise, j'en sais rien. Immobilité, j'en sais rien, mais glace et neige, oui, parce que ce sont des contes d'hiver. Pour Légende d'année, je pense qu'on est du côté de la magie, peut-être du féminisme, et après, je sais pas trop. Sous-catégorie suivante, c'est le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec pour mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, et je vous conseille vraiment très fort d'aller le lire. C'est la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Pour la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne, donc on est chez Folio SF, et si ça vous intéresse de les lire avec quelqu'un, A Book and a Cup, qui a organisé cette année le Cold Winter Challenge, organise une lecture commune. Donc je pense que vous pouvez la contacter peut-être plus sur Instagram, qui est plus instantané que sur YouTube, mais je vous mettrai en lien ses coordonnées si vous avez envie d'essayer. Donc parce que ce sont trois poches, donc je pense que vous en avez pour une trentaine d'euros pour les trois autour de ça. Mais de quoi ça parle? Parce qu'on a d'abord l'ours et le rossignol, la fille dans la tour et l'hiver de la sorcière. On est chez Folio SF avec des couvertures de Aurélien Polis, qui est juste merveilleux comme illustrateur. Je les pose parce qu'il y en a 3, ça fait beaucoup. On est en Russie. Là-dedans, il va cocher à peu près... Il coche tous les mots-clés. C'est une trilogie que j'ai lue il y a quelques temps, que j'ai très envie de relire. On se retrouve au Moyen-Âge, peut-être au XIIIe ou XIVe siècle, en russe médiévale, donc l'ancêtre de la Russie. Un royaume ou un empire, je ne sais plus exactement à l'époque, parce que je suis pas très calée en histoire russe. Et si vous voulez, Vassia, qui est une petite fille et qui va devenir une adolescente et une jeune fille dans ce roman-là, parce que les deux suivants, elle est adulte. C'est une petite fille qui, comme sa mère, comme probablement la lignée des femmes chez elle, est capable de voir et d'interagir avec le petit peuple. Donc le petit peuple du foyer, le petit peuple de la nature. Donc ça va être les Domovoy, les Banik, les Roussalki, etc. J'ai peut-être pas les bons pluriels, vous m'excuserez, j'ai pas fait russe. On est dans un contexte de montée du christianisme orthodoxe. Je crois que j'ai bien dit les mots dans le bon sens et les bons mots. On est donc l'Église orthodoxe prend de plus en plus de pouvoir et la foi orthodoxe prend de plus en plus de place, même dans des endroits reculés comme où habite Vassia.
Donc Vassia, c'est la fille d'un boyard, et les boyards sont de petits seigneurs terriens qui ont, un peu comme au Moyen Âge chez nous, ils ont des terres, dessus ils ont des hommes, et ils lèvent plus ou moins des impôts, il me semble. Euh, et en fait, dans ce contexte-là, Vassia qui arrive à interagir et à prier prier en fait ces esprits de la nature et du foyer, de les aider parce qu'on est dans des contextes où le froid tue. Le froid est un personnage d'ailleurs parce que c'est Morosco. Morosco qui est le dieu de l'hiver. Si vous voulez, la mort, elle a plusieurs faces dans cet univers-là, parce qu'il peut y avoir autant Morosco qui est le dieu de l'hiver, le dieu du froid, ce qui veut dire qu'il est au plus fort de l'hiver, c'est là qu'il est le plus puissant, et qu'il peut venir aussi pour récupérer les âmes. Mais l'ours est également un dieu de la mort et de la destruction. Et Vassia, elle va un peu allumer un intérêt chez Morosco. Et le truc qui est vraiment top, c'est que cette gamine-là, qui va devenir adolescente, jeune adulte, fille d'un seigneur quand même, hein, petit seigneur, mais fille d'un seigneur quand même, c'est vraiment pas la fille qui veut se marier. Elle a un petit peu d'Arya Stark, si vous voulez. Donc c'est la fille qui va plutôt regarder le cheval de ses prétendants que ses prétendants, parce que elle est très intéressée par les chevaux. Elle a le côté un peu garçon manqué, etc. Et surtout, elle a un courage indéfectible. Vassia va se retrouver au cœur de deux guerres entre l'ours et Morosco, parce que l'ours est un ours enchaîné, un ours divin, dieu de la destruction, et je crois bien frère de Morosco, qui l'a enchaîné. Sauf que l'ours, peut-être que dans cette guerre aussi, qui est à la fois folklorique, et la guerre qui, la guerre qui oppose ces créatures-là au christianisme et aux figures du christianisme orthodoxe, ça se frite si vous voulez, parce que Vassia, elle pourrait finir sur un bûcher pour ce qu'elle fait. Mais il n'y a pas que ça comme guerre, parce que il y a aussi les Tatars, si je ne me trompe pas, qui sont, il me semble, les ancêtres des Mongols, qui viennent faire des raids dans des villages. Ils détruisent tout, ils font cramer les villages, ils emmènent les femmes et les enfants, et ils tuent tout le monde. Et ces Tatars réclament des rançons, un peu comme les Vikings en leur temps, aux seigneurs locaux pour leur dire on vous fiche la paix si vous nous filez de l'argent, et en fait, rien à foutre, ils y retournent quand même. C'est une très belle histoire. Si vous aimez tout ce qui est contes, etc., vous allez vous régaler. Si vous n'y connaissez pas grand-chose en folklore russe, vous allez vous régaler aussi. Et si vous connaissez en folklore russe, vous allez aussi vous régaler. J'ai adoré cette trilogie. Ça se lit très facilement. Ensuite, il y a un achat que j'ai fait aux Utopiales. C'est Se méfier de l'eau qui dort. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu encore, de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom. Et l'illustration, c'est FX Pavillon, je ne sais pas. On a une petite dame qui flotte là, un petit peu comme Ophélie. Je vous lis le quatrième de couverture, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois qu'on est un petit peu orienté young adulte, parce que les éditions de L'Homme sans nom ne font pas du young adulte. Je vous montre juste, ça brille, et c'est Jaspé, et c'est Pop Woman Selection, s'il vous plaît. Du temps, de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a 50 ans, et qu'une fois encore le pire est à venir. Mais grand-papy, il perd la tête ces derniers temps. J'ai déjà suffisamment à faire et j'ai passé l'âge de croire à la magie. Schmutzheim, j'ai un accent pourri, vous m'excuserez, est un petit village paisible au fin fond d'une vallée reculée. Astrid, 17 ans, y prend soin de son aïeul à la santé déclinante et de sa petite sœur Ingrid. Parvenant difficilement à joindre les deux bouts, les filles complètent leur activité fermière avec le commerce de remèdes artisanaux, ce qui leur vaut la réputation de sorcières et la méfiance de leurs voisins. Et alors que d'obscurs miracles se multiplient autour d'elles, combien de temps encore avant qu'elles ne soient désignées coupables ? Autrice des très remarqués Carne et Paternoster,
Carne, ça parle de cannibalisme, notamment. Julia Richard revient avec un texte sombre et inquiétant, donnant la part belle aux obstacles banals du quotidien, aux préoccupations adolescentes et à la richesse de la langue française. Se méfier de l'eau qui dort allie récits intimistes et contes funestes inéluctables. Donc c'est en version fantastique. C'est un petit livre, il fait 260 pages par là. Donc je ne sais pas ce que ça coche, mais j'ai lu Sorcière, donc je pense qu'on est déjà dans pouvoir, dans amour, peut-être beauté, peut-être mythe, peut-être folklore, je sais pas, on verra. Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. En mots-clés, maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille, aventure. Je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, je vous le représente. Le Noël rebelle de Sylvain Le Sapin de Céline Niot chez Publishroom Édition. On est sur Publishroom Factory. On est sur de l'auto-édition. Alors, c'est un livre que j'ai lu trois fois parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de le corriger. Donc, je sais que c'est très bien écrit et très bien corrigé. On est sur une petite famille, donc il y a le père Vidar, la mère Virginie et le fils Sacha, qui vivent dans les Alpes, quelque part dans un petit village. Un petit village qui n'est pas très touristique, où il n'y a pas trop de gens qui y vivent, où ça vivote un petit peu. Enfin, la famille de Sacha est une famille plutôt pauvre en fait. Et Sacha, il a le plaisir, alors qu'il rentre à l'école pour la première fois, d'avoir la responsabilité de planter un petit sapin, parce que son papa, il a une plantation de sapins, et de devoir s'en occuper. Donc il va appeler ce sapin Sylvain, et avec Estelle, qui est une agnelle, puis une jeune brebis du troupeau de sa maman Virginie, donc sa maman qui fait de la laine et qui tricote, donc les travaux d'aiguille. Euh, tout ce petit monde en fait s'entraide au maximum. Sauf que, alors déjà, vous allez me dire, il y a un petit garçon, il y a un sapin, il y a une brebis, là, c'est quoi ce bordel? Alors les moutons et les sapins communiquent ensemble, il y a des vrais dialogues de moutons et de sapins. Donc on est sur un conte merveilleux, on est peut-être aussi du côté de la fantaisie animalière, parce que donc l'animal et le végétal communiquent, mais pas l'homme. Donc ça va entraîner des situations assez cocasses. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a un petit gamin qui se retrouve à l'école, qui se fait un petit peu embêter par ses camarades parce qu'il n'est pas habillé à la dernière mode, qu'il n'a pas les jouets dernier cri. Et on a un petit sapin qui est placé sous la responsabilité du fils du propriétaire, ce qui entraîne des jalousies chez les autres sapins qui lui font la tronche. Donc on a deux enfants, si vous voulez, qui sont un petit peu isolés. Et Estelle qui essaye un petit peu de soutenir tout ce petit monde-là. Euh, Là où ça va compliquer un petit peu les choses, c'est qu'à un moment, il va y avoir un projet de station de ski, ce qui va vraiment intéresser Vidar, qui a du mal à joindre les deux bouts. Et par contre, bah, du coup, ça divise aussi le village et ça divise la famille parce que Vidar se jette dans un travail acharné pour pouvoir respecter des contrats, alors que Virginie voit ça plutôt d'un mauvais œil parce que bah, elle voit de moins en moins son mari et que Sacha voit de moins en moins son papa et que est-ce que ça vaut bien le coup de bosser comme un bossu pour avoir un peu de sous et moins voir sa famille. C'est vraiment à destination des enfants de 7 à 77 ans, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. On est sur ça peut être tout à fait une lecture accompagnée entre un enfant et un adulte qui va expliquer les mots un petit peu compliqués ou expliquer des concepts, etc. Pour les adolescents ou adultes qui veulent lire ça, on n'est pas sur des livres qui sont bébés, si vous voulez. Les concepts sont évidemment adaptés à des enfants. À partir de 7-8 ans, je pense que vous pouvez carrément le lire. Euh, mais les adultes ne vont pas non plus s'ennuyer parce que bah, c'est une lecture qui est toute douce, qui est toute mignonne, qui fait du bien. Et c'est une lecture tout à fait de saison. Et franchement, il est pas trop beau sous le sapin, hein? Ensuite,
La chute du roi Hou, avec pour mots-clés combat, cycle, changement, mort, fait, royaume. Je pense qu'on coche à peu près tous les termes. J'ai pris que le premier livre parce qu'il y en a 5, c'est lourd. Le trône de fer de Georges Martin. Donc j'ai les intégrales de chez J'ai lu que je trouve elles sont vachement sympas parce que en fait elles sont pas très chères pour ce que c'est. Ça a peut-être été augmenté s'ils ont fait des ressorties. Je vais essayer d'être ultra brève. On est sur un univers de fantasy, plutôt du côté de la dark fantasy. Au début, il y a très peu de magie. On sait juste que des dragons ont existé parce qu'il reste leurs squelettes, etc. et des légendes. Et peut-être bien qu'il y a d'autres choses qui ont existé aussi parce que les contes, des contes circulent à leur sujet. On est sur un pays qui est coupé en deux, où la partie vraiment très au nord est séparée de l'autre par un mur immense et magique, parce que comment ce grand machin-là tient dessus. Et on a une garde de nuit qui est chargée de surveiller surtout les sauvageons, qui sont les gens qui vivent au-delà du mur, qui ont une petite tendance à faire des raids aussi chez eux et à vouloir de plus en plus traverser ce mur pour trouver refuge derrière le mur. En plus de ça, on a une famille régnante, les Baratheon, donc le roi Robert Baratheon, va chercher dans le nord, du bon côté du mur, son pote Ned Stark, donc c'était un copain avec qui il a fait la guerre et avec qui il a conquis le royaume et la couronne, et ce fameux trône de fer, qui est beaucoup plus impressionnant que ça dans le bouquin. Et il va chercher son copain en fait parce qu'il a besoin de lui et parce qu'il est... s'il était un bon conquérant, il est un très mauvais roi et il a besoin de quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait réfléchir et qui sait lui dire non. Donc il va chercher son pote Ned Stark. Donc Ned Stark, il va partir avec plusieurs de ses enfants dans le sud, à Port-Réal, à la capitale. Et il va laisser dans le nord plusieurs de ses enfants et sa femme, parce qu'il y a un de ses enfants qui est tombé par la fenêtre, c'est Ballot, et qui est donc dans le coma au moment où Ned Stark s'en va. C'est une histoire qui est pour le moment en 5 tomes, 5 intégrales, qui correspondent aux 5 romans qui sont sortis aux États-Unis. On attend la sortie du 6e puis du 7e. C'est vraiment pas sûr qu'on va les avoir parce qu'on est sur un auteur qui est vieillissant et un auteur qui je pense, a peut-être été un petit peu dépassé par l'attente des fans et par l'ampleur en fait de ce qu'il a créé. Mais merci beaucoup, monsieur Georges Martin, pour m'avoir offert ceci. Ensuite, grande catégorie féerie des fêtes, où là on va peut-être un peu changer d'ambiance. Première sous-catégorie, s'embrasser sous le gui, avec pour mots-clés romance, éventuellement romance de Noël, drame romantique, donc là c'est une romance qui finit pas bien, donc pas vraiment une romance, un drame romantique, poison, manoir, gothique, et je l'ai lu en numérique, donc ça va apparaître quelque part autour de moi. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. C'est un livre que j'ai lu il y a environ 2 ans et demi, que j'ai vraiment adoré, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance gothique des bouquins du 19e siècle, si vous voulez, avec les manoirs un peu inquiétants, le cimetière, tout ça. Mais on est au Mexique. Je ne connais plus le nom des protagonistes, donc vous m'excuserez. Je crois que c'est Noémie, le personnage principal féminin. Noémie a été élevée en fait par son père, qui a aussi élevé sa cousine qui devait être orpheline, il me semble. Elles ont été élevées toutes les deux comme des frangines. La cousine se marie à un lord anglais et part quelque part dans les montagnes au Mexique pour vivre avec lui, parce que cette famille de lords avait des mines, peut-être des mines d'argent, je me souviens plus exactement. Mais depuis quelques semaines, le père de Noémie reçoit des lettres inquiétantes de la cousine qui dit que les murs parlent, qu'on la surveille, qu'elle se sent oppressée, ça va pas trop. Et le père de Noémie a essayé de communiquer avec la famille anglaise, sauf que pas de réponse.
et devant l'inquiétude, en fait, que c'est, il demande à sa fille d'aller voir ce qui se passe. Noémie est une jeune femme qui est, on est dans les années 50, c'est un peu une élégante, qui a des amants, qui va faire la fête, qui a une famille qui est aisée, vous voyez un peu le genre. Et c'est une femme qui n'a pas la langue dans sa poche et qui ne va pas s'en laisser compter. Donc elle va voir un peu dans ce manoir à côté qui est adjoint d'un cimetière, euh, dans un village qui est de plus en plus abandonné parce que les mines sont fermées, parce qu'il n'y a plus rien dans les mines. Et ça sent un peu la décrépitude. Et au début, elle se dit, bon, ma cousine, elle a une santé un petit peu fragile, ça va pas trop. Jusqu'à ce que Noémie aussi commence à se sentir oppressée, observée, et commence à se dire que les murs, on dirait qu'ils parlent. Je vous en dis pas beaucoup plus. En tout cas, on est dans un roman gothique, donc vous allez vous demander est-ce que c'est fantastique? Est-ce que la personne a une santé fragile ou pas? Et la réponse va vous surprendre, ça je peux vous garantir. Histoire de fantômes sous le sapin, avec pour mots-clés fantômes surnaturels, histoire courte, famille, partage, multigénérationnel. Je vais vous parler du Horla, donc surtout la nouvelle de Maupassant, mais aussi le recueil de nouvelles, mais surtout la nouvelle parce que je me souviens pas de toutes les nouvelles de ce recueil, même si je viens de le lire, mais vraiment juste. Le Horla de Maupassant, je l'ai lu en numérique, donc il va apparaître autour de moi, et le livre suivant aussi. Le Horla, on est sur, un peu comme dans Mexican Gothic, un personnage qui habite dans un manoir, avec un manoir qui craque un peu de partout, un personnage qui est un petit peu isolé socialement, qui va pas très fort, ça va pas bien, qui se sent de plus en plus observé, qui constate qu'il y a des éléments un peu étranges qui se passent autour de lui. Quelqu'un boit son eau, quelqu'un boit son lait, il voit des silhouettes quand il se regarde dans le miroir, des choses comme ça. Et étrangement, quand il s'éloigne de ce manoir ou de ce château, ça va mieux. Mais quand il y retourne, ça va plus mal. Je trouve que c'est une nouvelle qui est très efficace sur le plan fantastique. J'en dis pas plus. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, toujours au même pour histoire de fantôme sous le sapin. Le fantôme de l'opéra. C'est un roman aussi que j'ai lu il y a quelque temps sur la chaîne. Et c'est un roman que j'ai adoré. Alors là, on n'est pas tout à fait dans un manoir, on est à l'Opéra de Paris. On est dans un milieu qui est très superstitieux. Le fantôme de l'opéra, on est sur une jeune soprano, peut-être, une chanteuse en tout cas, qui va prendre la place de la grande star de l'opéra. Je ne sais plus exactement pour quelle raison. Et on a Raoul qui est fou amoureux, qui est le fils d'un comte, donc il est vicomte il me semble, qui est fou amoureux de cette jeune femme. Mais cette jeune femme, elle est courtisée par le fantôme de l'opéra. On ne sait pas trop qui est ce fameux fantôme de l'opéra, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un vrai fantôme qui hante l'opéra, mais c'est un fantôme qui demande à avoir une loge spéciale et qui demande à ce que les directeurs de l'opéra lui donnent 20 000 francs par mois. C'est bizarre pour un fantôme. Pourquoi un fantôme aurait-il besoin d'argent? Et on va être dans une histoire où on va être beaucoup sur tout le côté architectural de l'opéra, avec les passages secrets, tout ça, vous voyez, un truc un peu mystérieux. On est sur une double temporalité où il y a une enquête qui a lieu peut-être 20 ou 30 ans plus tard, un truc comme ça. Je me trompe peut-être dans les dates, hein. Parce que on a trouvé un squelette en fait dans les sous-sols de l'opéra. Et on est donc ce qui s'est passé avant, c'est l'histoire de Raoul, de Christine Daae, et du fantôme de l'opéra, où c'est assez extraordinaire, je trouve. C'est un livre que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je trouve que la fin, honnêtement, elle est un petit peu en demi-teinte. Une petite déception au niveau de la fin, mais que j'ai accepté.
et c'est vraiment une histoire qui est top. Ensuite, Au coin du feu, un livre qui vous réchauffe le cœur et le corps. J'ai pensé à L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Alors je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien le lire un de ces quatre. Je vais vous dire de quoi ça cause parce que j'ai vu une des adaptations qui est sur Netflix. Euh, Lady Chatterley, c'est une américaine qui a épousé un lord anglais. Ils se marient très vite tous les deux parce qu'ils se marient à la veille du départ pour la Première Guerre mondiale du lord anglais qui va partir à la guerre. Donc ils ont à peine eu le temps de se connaître, de se marier, de coucher ensemble, qu'il part à la guerre. Et quand il revient, il est blessé et malheureusement, il est paralysé. Il est paraplégique, donc il n'est plus capable, il est dépendant d'elle et il ne veut pas d'aide et tout ça. Et sa femme, c'est un espèce de petit moineau frêle qui fait ce qu'elle peut pour aider à porter et soutenir les 80 kilos de son époux. Je trouve très honnêtement qu'au début, lui, il se comporte vraiment comme un connard avec elle parce qu'il est ultra exigeant et qu'elle est en train de s'épuiser et qu'il ne voit pas tous les efforts qu'elle fait. Jusqu'à ce que la sœur de Lady Chatterley vienne justement taper du poing sur la table parce que Lady Chatterley est en train de se faner très sérieusement et que ça va finir par ça va arranger personne si elle tombe malade elle aussi. Et là où ça devient un petit peu pervers de la part du noble anglais, donc de l'époux, c'est qu'il lui dit bah je peux plus coucher avec toi parce que maintenant je suis impuissant, je peux plus bander, donc je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, mais j'ai besoin d'un héritier parce que je suis noble et qu'on a des terres, on a un château, etc. On a une fortune, on a tout ça à transmettre. Donc, prends un amant, n'importe qui, je veux pas savoir, et quand tu seras enceinte, ça sera notre enfant. Donc, il la pousse littéralement à trouver un amant. Et elle, si vous voulez, c'est une jeune femme qui est pleine d'appétit, qui va jeter son dévolu, enfin dit comme ça, c'est beaucoup plus subtil, hein. Mais elle va finir par sortir avec le gardien, un truc comme ça, le garde-chasse peut-être, du château qui se demande un peu qui se passe, et qui se rend surtout compte que cette femme-là, elle vient pas que seulement pour se servir de lui, elle est surtout en grave vulnérable et puis elle est en train de se casser la figure en fait. Donc il a quand même un cœur, donc il va la soutenir tout en essayant de la maintenir un petit peu à distance, mais ils vont finir par sortir ensemble, par tomber amoureux et ça finit pas forcément tip top. Vous sentez le petit drame? Deck the Halls, je vais vous proposer un livre avec une couverture rouge et un livre avec une couverture verte. On commence par... Peut-être que celui-là, je vous le lirai un de ces quatre sur la chaîne, mais je sais pas trop combien de temps ça va prendre parce qu'il fait 400 pages. Faudrait que je teste. Alors, Michel Strogoff de Jules Verne. Je vais pas réussir à vous dire quelle édition c'est. C'est un bouquin que j'avais... Je crois que c'est un livre que... Soit je l'ai acheté, soit je l'ai récupéré en boîte à livres, je sais plus exactement. Je pense que c'est un... Parce que cette maison d'édition-là a sorti plein de bouquins de ce genre. Édition générale française. Livre de poche. Livre de poche. Je pense que vous avez déjà vu ce type de livre de poche. Les provinces sibériennes de la Russie sont envahies par des hordes tartares dont Ivan Ogarev est l'âme. Ce traître, poussé par une ambition insensée autant que par la haine, projette d'entamer l'empire moscovite. Le frère du tsar est en péril à Irkoutsk, à 5523 km de Moscou, c'est précis, et les communications sont coupées. Comment le prévenir? Pour passer, en dépit des difficultés sans nombre et presque insurmontables, il faudrait un courrier d'une intelligence et d'un courage quasi surhumains. Le capitaine Michel Strogoff est choisi et part, porteur d'une lettre du tsar, en même temps qu'une jeune livonienne, je ne sais pas ce que ça veut dire, la belle Nadia, et
et de deux journalistes, l'anglais Harry Blount et le français Alcide Jolivet. Dans ce très grand roman, les extraordinaires péripéties, souvent dramatiques, que va connaître Michel Strogoff, un des plus merveilleux héros de Jules Verne, au cours de son voyage à travers les immenses régions sibériennes, tiennent en haleine les lecteurs jusqu'à la dernière page. Illustration de l'édition originale Hetzel. Il y a des coquilles, hein. Mais bon, c'est un bouquin que j'ai soit acheté à 2 €, soit trouvé dans une boîte à livres, donc je ne vais pas me plaindre. Mais il y avait des coquilles. Je trouve que les coquilles en quatrième de couverture, c'est pas tip top. Un livre à la couverture verte, je vous en ai déjà parlé et je vous en reparle, c'est celle qui m'offre des livres. La malédiction de la pie grillage de Céline. On est chez Publish Room Factory et c'est en édition indépendante. On est sur une double narration ici parce qu'on est de nos jours dans le Saumurois sur le domaine de la Pigrièche, comme son nom l'intitule, un domaine viticole qui est géré par Gonzague Métivier, sa femme Valérie, si je ne me trompe pas de prénom, et leur fille Aliénor. Et pas de bol, en fait Gonzague il est en train d'agrandir ses caves troglodytes, donc des caves souterraines dans des grottes. Et sauf qu'il tombe sur un sarcophage avec dedans le squelette, un squelette de femme, enfin un squelette qui date du Moyen Âge. Et comme à chaque fois qu'on creuse un trou et qu'on trouve quelque chose d'archéologique, le chantier s'arrête parce qu'il faut appeler, je crois que c'est l'INRAP, INRA, je sais plus quoi. Enfin, il faut appeler en gros ceux qui vont traiter les objets et tout le chantier s'arrête le temps que les choses soient récupérées, évaluées, etc. C'est une obligation légale. Et en parallèle, on va suivre l'histoire de Mathilde Métivier, à peu près à quelques vols, à vol d'oiseau, pas très loin, qui vit en 1327, il me semble bien, elle vit au Menay, qui est un village fictif proche de Saumur. Et cette jeune fille, en fait, elle vit sur une ferme avec son papa qui a plein d'enfants, qui l'élève tout seul parce que la maman est décédée. Et ils sont sur une ferme qui est quand même plutôt productive, une ferme plutôt peut-être pas cossue parce ils sont quand même nombreux, mais c'est une ferme qui fonctionne mieux que les fermes alentours. Et ce qui va se passer d'extraordinaire dans la vie de Mathilde, c'est qu'elle va rencontrer un jeune noble qui va faire une violente chute de cheval, au point que le cheval en fait va devoir être abattu. Mais le jeune noble, Tristan du Bellay, il est grièvement blessé, moribond, plus ou moins en train de mourir. Et en fait, il va y avoir une histoire de guérison miraculeuse et peut-être bien une histoire de sorcière. Je sais de sources sûres qu'il va y avoir un deuxième tome et que ce sera une duologie. C'est évidemment un livre que je vous conseille et c'est un beau bébé il fait un peu plus de 500 pages. On passe à la dernière catégorie où il y aura 3 sous-catégories. Froid polaire, stalactite ensanglantée. Pour thriller, policier, cosy, murder mystery, peur, frisson. C'est un livre que je lis dans le cadre de l'abonnement Kindle. C'est Les Hurlements d'automne de Laura Motin-Grave. C'est de l'auto-édition. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Je crois que c'est 3 ou 4. Je crois que c'est 3 livres et une intégrale, peut-être bien. On suit Automne, qui est une jeune femme un petit peu au bout de sa vie, qui travaille, qui a fait un burn-out en fait, qui travaille dans un refuge. Elle est très douée avec les animaux, avec les chiens. Et elle a un peu une vie pas terrible. On sent que c'est un petit peu lourd pour elle. C'est pas évident pour elle, pour Automne. Elle a du mal à trouver sa place dans la société, dans le monde, dans sa famille. Et il va lui arriver une tuile alors qu'elle est partie à Paris, qui est une ville qu'elle avait fui parce qu'elle elle ne pouvait plus de Paris. Un homme qui va se jeter sous une rame de métro, juste devant ses yeux. Et elle va assister à ses derniers instants. Et cet homme va la mordre. Une espèce de morsure réflexe.
Elle va être ensuite enlevée plus ou moins volontairement par deux hommes étranges qui vont l'envoyer dans la forêt des Carpates parce que Automne, histoire de poursuivre le côté pas de bol, Automne s'est fait mordre par un loup-garou. Je ne l'ai pas lu en entier encore, je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu en entier. J'ai dû lire à peu près un tiers. J'ai du mal à lire ces temps-ci, je suis un peu débordée. Et on est un peu sur de l'urban fantasy si vous voulez, mais version un peu punk. Ça va être un peu sanglant, ça va être un peu sexuel, un peu cru, parfois, pas beaucoup. On part sur une histoire qui, je pense, va être pas mal sanglante, pas mal violente. Et je trouve que ce que Laura Motingrave développe autour des loups-garous, bah, ça me plaît vachement. Parce que ça faisait. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un truc aussi cool au niveau des loups-garous. J'en ai pas lu beaucoup sur les loups-garous. Ensuite, Marcher dans la neige, Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces, nature, solitude. Je vais vous parler de deux bouquins. C'est Les Mutinées de l'Elseneur de Jack London que je viens de finir de lire pour la chaîne. Donc ce bouquin-là que j'avais trouvé en boîte à livres aux éditions je sais plus quoi exactement. J'ai cassé le dos. Donc je vais essayer de le recoller parce que j'ai envie de le filer à mon popo. Qui va lui plaire. Les Mutinés de l'Elseneur, on va suivre un héros. Enfin un héros. On va suivre le personnage principal qui s'appelle Pat Hearst. Je sais même pas s'il a un prénom, je suis pas sûre. Pat Hearst est un écrivain un peu désabusé, qui est un peu au bout de sa vie lui aussi, et qui a choisi de monter à bord de l'Elseneur, qui part de Baltimore pour faire tout le tour de l'Amérique latine jusqu'en bas et remonter pour aller je sais plus où exactement. Sauf que à bord de ce bateau, on a donc le capitaine West, il y a sa fille Marguerite, il y a deux seconds lieutenants qui sont Monsieur Pike et Monsieur Meller, qui sont des hommes qui sont très violents, des grands costauds violents. On a un capitaine qui ne parle quasiment que à Monsieur Pike, son second, son bras droit, ou à Monsieur Pat Hearst qui est un invité. Et sinon, tout le reste, c'est un ramassis un peu de garçons de ferme, des gens qui sortent de prison, des gens qui devraient être en asile psychiatrique. On est en 1900, on est il y a plus de 100 ans, c'est pour ça que je le dis comme ça. C'est des gens qui devraient être enfermés, c'est des gens qui sont délinquants, des gens qui n'ont pas forcément l'expérience de la mer. Sauf que ils vont se payer les 40e rugissants et les 50e hurlants, le Cap Horn, donc à peu près un des endroits les pires sur Terre pour naviguer, je pense. Et alors, ce livre-là, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que je viens de finir de lire. J'ai de très bons retours aussi de Céline qui a fini de l'écouter. Il va falloir le prendre si vous le lisez, prenez un grand pas de côté parce que c'est un livre qui va parler de racisme parce que il y a une sacrée hiérarchie entre ceux qui sont à l'arrière du navire et qui commandent ce navire, à savoir Pat Hearst, le capitaine West, Marguerite, les deux seconds, et plus ou moins la Ligue de l'Humanité, que sont les gens qui sortent de tôle. Il y a des gens qui sont métissés, il y a des asiatiques, des gens qui ils parlent tous plus ou moins la langue, sauf un moment ils vont avoir d'autres personnes qui ne parlent pas la langue. Et disons que ça fait un joli petit mélange de genres et de personnes où on se dit qu'à un moment ça va péter. Et ça s'appelle, si vous voulez, ça s'appelle les mutinés de l'Elseneur. Une mutinerie, c'est une révolte sur un bateau. C'est une prise de pouvoir sur un bateau. C'est donc de Jack London, je crois que c'est une publication de 1912-1914 par là. Très bien écrit, j'ai vraiment aimé le bouquin. Autre livre qui je trouve va vraiment là-dedans, c'est Les Contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Je vais être très rapide dessus parce que ça fait très longtemps que je les ai lus, mais vous allez retrouver autant un petit peu de contes merveilleux, fantastiques, avec des fées, etc. Mais surtout beaucoup de contes dans les forêts, dans les grands espaces, ou peut-être un petit peu aussi en ville. Mais je trouve que Hans Christian Andersen a une capacité à décrire les grands paysages
de par chez lui. Je sais plus s'il est norvégien ou suédois. Non, il est danois, je crois. Je me souviens plus. Mais il a une capacité à décrire les grands espaces et la nature qui est quand même sublime. C'est vraiment des conseils, des lectures que je vous conseille, les contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Ensuite, The Wild Hunt, la chasse sauvage, avec comme pour mots-clés prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Et je vais vous parler de la saga de l'assassin royal de Robin Hobb, donc Megan Lindom, qui est une saga qui est très grande parce qu'il y a plusieurs cycles de l'assassin royal, il y a les aventuriers de la mer, et il y a la cité des anciens, et je crois qu'il y a l'assassin et le fou et l'assassin aussi. Donc il y a au moins 4 ou 5 cycles dans cette histoire-là, pour peut-être bien une bonne vingtaine de bouquins quand même. Et on va suivre en fait un enfant qui, dans un univers de fantasy où il y a un petit peu de magie, parce que dans cet univers il y a une magie un peu noble qui s'appelle l'art, qui est plus ou moins une espèce de télépathie, il me semble. Et il y a aussi le vif, qui est la magie du peuple, qui a plutôt mauvaise presse, qui est une espèce de magie qui lie une personne avec un animal précis. Donc c'est pas avec le chien, c'est avec un chien, ce chien-là. Et le héros est le bâtard d'un... Pas du roi, il me semble. Il me semble que c'est le bâtard, c'est un bâtard royal, mais c'est le bâtard d'un prince, du frère du roi, il me semble. Il va être dépoté en fait à l'entrée de la forteresse où est le château, par sa grand-mère qui peut plus s'en occuper et qui dit un petit peu en grosso merdo, son père il a qu'à s'en occuper, quoi, il l'a fait. Et ce gosse-là va être élevé par Burich, si je me trompe pas, qui est le gars qui s'occupe des chevaux et des chiens. Et il va devenir ensuite assassin royal, parce qu'il va être entraîné par Ombre, qui est un personnage assez étrange. On a aussi des notions de prophétie parce qu'il y a le fou. Donc le fou, on ne sait pas exactement si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est bien un humain. Et la notion de prophétie est vachement intéressante dans cet univers-là parce que, en gros, c'est pas la prophétie dit que ça, et il va se passer ça. La prophétie, c'est plutôt un champ de possibilités qui va changer en fonction des événements. Donc, le fou, qui est prophète, qui est bouffon du roi, euh, ces prophéties vont varier en fonction des événements. Mais ça finit, de mémoire, ça finit quand même par se produire. C'est juste que le chemin est étrange jusqu'à ce qui va se produire. Les aventuriers de la mer, on va suivre un autre groupe avec de la piraterie, des bateaux qui sont faits en bois sorcier et qui ont des figures de proue qui ont des caractères, qui sont attachés à leur capitaine. Ma lecture remonte à trop loin, je sais que c'était mon cycle préféré, mais je m'en souviens plus exactement. Il me semble qu'ensuite il y a de nouveau un autre cycle de l'Assassin Royal, et après il y a la Cité des Anciens qui suit une sœur de l'héroïne des Aventuriers de la Mer, là où il y a des dragons un peu loin, un peu éloignés, et je crois qu'après il y a encore un cycle de nouveau sur Fitz Chevalerie qui est l'Assassin Royal, où là il est là où on l'avait eu quand il avait 6 ans, là il en a 50 ou 60, mais je ne l'ai pas lu donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais je vous conseille d'essayer d'y mettre le nez. Et pour Let It Snow, dernier livre, on y arrive. Livre dont le titre contient un mot hivernal. Et je pensais à Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Babylone, Floride, 1980. Chaleur et pom-pom girls, c'est nickel pour l'hiver. Rumeurs et superstitions, serpents venimeux et mort brutale, mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un sceau funeste. Alors que la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout de son éclat implacable, aveuglant victimes comme meurtriers, les déchus de Babylone.
Donc c'est la bibliothèque McDowell parce que l'éditeur de Monsieur Toussaint Louverture s'est décidé à publier tout ce qu'a écrit Michael McDowell. Donc j'ai lu Cathy, j'ai acheté l'amulette, le dernier qui est sorti, j'ai acheté les Blackwater, il m'en manque un. J'ai oublié lequel c'est et il y a je l'achèterai. Je vous lis juste ce qu'il y a sur le bandeau. Une petite ville presque tranquille, une disparition inquiétante, un être malfaisant en liberté. Et s'il y avait quelque chose de pourri à Babylone? Donc c'est une citation de Shakespeare, Le Roi Lear, je crois bien. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Au-delà de la cupidité et de la brutalité, de la bonté et du désespoir, Michael McDowell, 1950-1999, nous offre avec Lune froide sur Babylone un roman gothique et bestial, une danse macabre à mi-chemin entre un roman policier à l'ambiance poisseuse et un mélodrame effrayant où les blessures que s'infligent les vivants ne sont rien à côté de celles que peuvent infliger les morts. Honnêtement, il y a quand même quelques livres que je n'ai pas lus. Il y en a pas tant que ça, mais j'ai bien envie. J'ai bien envie de lire les contes d'hiver. J'ai commandé mon livre, comment dire, les contes d'hiver de Mary Maelstrom. J'ai commandé le collector. Légende d'année me dit bien, le Céline Woolsez. Se méfier de l'eau qui dort me dit bien. J'en aurais pas parlé sinon. Euh, L'amant de Lady Chatterley, depuis que j'ai vu le film, j'ai envie de lire. Michel Strogoff, si je l'ai acheté aussi, c'est qu'il y a une raison. Et donc Lune froide sur Babylone. Donc voilà. Est-ce que vous allez vous faire votre petite liste de livres pour le Cold Winter Challenge? Donc moi, comme je vous ai dit, il y a quelques bouquins que j'ai pas lus. Je me fixe pas forcément comme objectif de les lire pendant le Cold Winter Challenge. Peut-être que je les lirai, peut-être pas. Bon, le bouquin de Laura Motingrave, Les Hurlements d'automne, je l'aurais lu parce que là, je pense que je l'aurais lu d'ici la fin de l'année. Mais j'ai prévu une autre lecture. J'aimerais bien faire une vidéo où ça va parler de loup. Parce que j'aimerais bien vous présenter ce livre-là avec Animal de Victor Dixon. Et le truc qui est rigolo, c'est que ce sont tous les deux des premiers tomes de trilogie. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse dans tout ce que je vous ai présenté. Il y a des livres que j'ai lus sur la chaîne. Je pense notamment à Fantôme de l'Opéra, Le Horla, Les Mutinées de l'Elseneur, Les Contes d'Andersen. Si vous avez envie de m'écouter, d'écouter ma voix avec mon nez bouché, vous lire des histoires, c'est sur la chaîne, ça sera en barre d'informations. Et sinon, je vous souhaite un très bon mercredi. À dimanche pour la suite de Shirley de Charlotte Brontë. À mercredi prochain, sans doute, pour les Hurlements d'automne et Animal de Victor Dixon, si j'y arrive. Sinon, je trouverai autre chose. Et je pense que donc pas de contes ou pas de nouvelles avant le mois de janvier parce que je suis débordée. Je vous souhaite un très bon mercredi. À tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand et dites-moi ce que vous avez envie de lire. Salut!